Imaginez une cuisine chaleureuse par un froid après-midi d'hiver. On pourrait y sentir un arôme chaud, sucré et légèrement épicé s'échappant du four. Cette odeur familière provient souvent d'un petit bourgeon brun foncé appelé clou de girofle. Il ressemble à un petit clou, mais il possède une force de saveur incroyable qui peut vous réchauffer le cœur et l'estomac. Aujourd'hui, on trouve facilement un petit pot de ces fleurs séchées dans n'importe quelle épicerie pour quelques euros. Pourtant, il y a des centaines d'années, cette petite épice était l'un des trésors les plus mystérieux et les plus chers de toute la planète. L'histoire des clous de girofle commence il y a plusieurs milliers d'années sur un petit groupe d'îles volcaniques en Indonésie. Ces îles étaient le seul endroit au monde où les girofliers poussaient naturellement, portés par un climat chaud et pluvieux. Les populations locales ont découvert que les petits bourgeons de fleurs séchées avaient une odeur très forte et un goût unique capable de sublimer les plats. Pendant longtemps, l'emplacement de ces îles secrètes est resté caché du reste du monde car le voyage à travers l'océan bleu profond était très dangereux pour la plupart des marins et des voyageurs courageux. La renommée de cette merveilleuse épice n'est pas restée longtemps confinée à ces petites îles volcaniques. Des marins courageux et des marchands astucieux ont commencé à raconter l'histoire de ces minuscules bourgeons séchés dans de nombreuses terres lointaines. Au fil des ans, l'odeur incroyable des clous de girofle est parvenue aux oreilles de dirigeants puissants dans des contrées lointaines comme la Chine et l'ancien empire romain. Ces peuples vivaient à des milliers de kilomètres, par-delà les océans profonds et les hautes montagnes verdoyantes. Ils voulaient obtenir cette épice spéciale pour eux-mêmes, car elle ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient goûté ou senti auparavant dans leur propre pays. Le voyage des îles volcaniques vers les grandes cités de la Chine ancienne était très long et difficile pour toutes les personnes impliquées. Les marchands devaient voyager pendant de longs mois sur de petits bateaux en bois qui avançaient lentement sur l'eau salée. Ils affrontaient de grosses vagues et des vents violents qui pouvaient facilement faire couler un navire si les marins n'étaient pas très prudents. Lorsqu'ils atteignaient enfin les côtes de la Chine, les habitants étaient émerveillés par l'odeur forte et épicée des clous de girofle. La nouvelle de ce nouveau trésor se répandait rapidement, des ports animés jusqu'au magnifique palais des dirigeants. Dans la Chine ancienne, à l'époque des grands empereurs, le clou de girofle est devenu un élément très important de la vie à la cour royale. Les dirigeants de la Chine étaient très puissants et ils s'attendaient à ce que tout le monde leur témoigne beaucoup de respect. Une règle très intéressante voulait que quiconque souhaitant parler à l'empereur doive d'abord mâcher quelques clous de girofle séchés. C'était parce que l'empereur ne voulait pas sentir de mauvaise haleine en écoutant ses collaborateurs ou ses visiteurs. Les clous de girofle rendaient leur haleine très douce et fraîche, ce qui rendait la rencontre beaucoup plus agréable pour le souverain. Cette tradition particulière montrait à quel point le peuple chinois valorisait l'épice venue des îles lointaines. Pour eux, le clou de girofle était plus qu'un simple ingrédient alimentaire, car il représentait la propreté et les bonnes manières. Si une personne n'avait pas de clou de girofle à mâcher, elle pouvait avoir trop peur de parler à l'empereur. De ce fait, la demande pour l'épice est devenue énorme, et les marchands ont travaillé encore plus dur pour rapporter davantage de sacs de clous de girofle par-delà les mers. Les minuscules bourgeons étaient conservés dans de magnifiques boîtes et traités comme des bijoux précieux par les membres de la cour royale. Alors que l'épice devenait célèbre en Orient, elle voyageait également sur des milliers de kilomètres vers l'Occident. Les anciens Romains étaient célèbres pour leur goût du luxe et cherchaient toujours de nouvelles choses à acheter dans les pays lointains. Ils utilisaient de longues routes commerciales qui reliaient la mer Méditerranée aux parties lointaines de l'Asie. Certaines de ces routes étaient terrestres et s'appelaient la route de la soie, tandis que d'autres traversaient le vaste océan Indien. Le voyage était si long qu'il pouvait falloir plus d'1 an pour qu'un sac de clous de girofle atteigne Rome. Quand les clous de girofle arrivaient enfin sur les marchés animés de l'Empire romain, ils étaient vendus à un prix très élevé. Seules les familles les plus riches pouvaient se permettre de les acheter, car ils coûtaient aussi cher que l'or ou l'argent. Les Romains n'utilisaient pas seulement les clous de girofle pour leur odeur ou leur goût dans la nourriture. Ils croyaient également que l'épice possédait une magie puissante, capable d'aider à guérir leur corps lorsqu'ils étaient malades. Les médecins romains mélangeaient souvent les bourgeons séchés avec d'autres plantes pour créer des médicaments spéciaux contre les maux d'estomac
ou pour aider les gens à mieux dormir la nuit. Les Romains étaient très impressionnés par la robustesse de l'épice. Ils ont remarqué que les clous de girofle pouvaient rester frais pendant très longtemps, sans pourrir ni perdre leur merveilleuse odeur. C'était très important dans le monde antique, car on n'avait pas de réfrigérateur pour garder les choses au froid. Les Romains utilisaient les clous de girofle pour aider à conserver leur viande et pour que leurs grandes maisons de pierre sentent meilleures. L'épice étant si rare et si chère, avoir des clous de girofle chez soi était une façon de montrer à tout le monde que l'on était une personne très riche et prospère dans la société romaine. Comme le voyage était extrêmement dangereux et long, de nombreuses histoires circulaient sur l'origine réelle des clous de girofle. Les marchands qui vendaient l'épice gardaient souvent l'emplacement des îles secrètes mystérieux. Ils ne voulaient pas que d'autres trouvent les arbres et leur volent leur commerce. Ce mystère rendait les clous de girofle encore plus fascinants pour les gens de l'époque. Ils imaginaient que l'épice poussait dans des jardins magiques gardés par des créatures étranges. Cela a permis aux commerçants de maintenir des prix très élevés pendant des centaines d'années alors que la demande mondiale augmentait considérablement. Les routes commerciales sont devenues des chemins très fréquentés où de nombreuses cultures différentes se rencontraient et partageaient leurs idées. En plus des clous de girofle, les commerçants transportaient de la soie de Chine, des pierres colorées d'Inde et du verre magnifique de Rome. Le clou de girofle était l'un des articles les plus importants sur ces routes, car il était petit et facile à transporter, tout en valant beaucoup d'argent. Un petit sac de clous de girofle pouvait payer une maison entière ou une grande ferme dans certaines parties du monde. Cela a fait de l'épice un symbole du commerce mondial, bien avant que le monde moderne n'existe pour nous. Au Moyen Âge, le monde a commencé à changer, car de plus en plus de gens voulaient des articles spéciaux venant de pays lointains. Les marchands arabes et indiens sont devenus les acteurs les plus importants de cette histoire, car ils savaient traverser les grands océans. Ils parcouraient des milliers de kilomètres pour trouver les minuscules bourgeons séchés que nous appelons clous de girofle. Ces hommes étaient très courageux et possédaient une grande connaissance de la mer et des étoiles. Ils ont transformé le commerce des épices en une énorme activité qui a relié l'Orient et l'Occident pendant de nombreux siècles, tandis que le reste du monde observait avec une grande curiosité. Pour transporter les clous de girofle, les marchands utilisaient de magnifiques navires en bois appelés boutres. Ces navires étaient construits avec de longues planches de bois cousues ensemble, avec des cordes solides faites de fibres de noix de coco. Ils n'utilisaient pas de clous métalliques, car ils pensaient que le bois devait bouger avec les vagues de l'océan. Les boutres avaient de grandes voiles blanches triangulaires qui pouvaient parfaitement capter le vent. À l'intérieur de ces navires, les marchands entassaient de nombreux sacs de clous de girofle. L'odeur de l'épice était si forte qu'elle remplissait tout le bateau et y restait pendant très longtemps durant le voyage. La traversée de l'océan Indien était très longue et parfois assez effrayante pour les marins. Ils devaient surveiller attentivement le ciel et suivre le mouvement des étoiles la nuit pour s'orienter sur l'eau. Ils attendaient également les vents de mousson, ces vents spéciaux qui soufflaient dans une seule direction pendant plusieurs mois. Ces vents aidaient les boutres à se déplacer rapidement vers les ports animés du Moyen-Orient. Si les vents n'étaient pas favorables, les marchands devaient attendre dans de petites villes pendant longtemps avant de pouvoir poursuivre leur important voyage à travers l'océan bleu profond. Quand les navires atteignaient enfin les ports chauds et poussiéreux du Moyen-Orient, les clous de girofle étaient déchargés sur la terre ferme. Les immenses marchés étaient imprégnés de l'odeur des épices et beaucoup de gens venaient voir les nouveaux arrivages d'Orient. Les marchands étaient très prudents avec leur cargaison car chaque clou de girofle valait beaucoup d'argent. Ils vendaient les épices à d'autres commerçants qui attendaient avec des chameaux pour commencer la suite du voyage. C'était une période intense où des hommes de différents pays se rencontraient pour discuter, commercer et échanger des nouvelles du vaste monde qui les entourait. Depuis les ports, les clous de girofle devaient traverser de vastes déserts à dos de chameaux. Ces animaux étaient très robustes et pouvaient marcher pendant plusieurs jours sans boire beaucoup d'eau. Les caravanes avançaient lentement sur le sable, transportant les précieuses épices vers les villes d'Europe. Ce voyage terrestre était tout aussi difficile que le voyage en mer, car les commerçants devaient se protéger des voleurs et du soleil brûlant. Au moment où les clous de girofle atteignaient les terres froides de l'Occident,
Ils avaient voyagé pendant de nombreux mois et traversé de nombreux pays ainsi que des montagnes très hautes et enneigées. En Europe, les clous de girofle étaient un signe de grande richesse et de pouvoir pendant le Moyen Âge. Seules les familles les plus riches pouvaient se permettre de les acheter auprès des commerçants dans des villes comme Venise. Les gens utilisaient les clous de girofle pour donner plus de goût à leur nourriture, surtout pendant les longs hivers froids. Comme il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque, les clous de girofle étaient très importants pour conserver la viande et l'empêcher de se gâter. Un petit sac de clous de girofle était un cadeau précieux que les gens gardaient dans des coffrets verrouillés pour s'assurer que personne ne vole leurs trésors coûteux, souvent plus précieux que l'or ou l'argent. Les médecins en Europe utilisaient également les clous de girofle pour créer de nombreux types de médicaments. Ils pensaient que l'huile puissante contenue dans l'épice pouvait soulager les maux d'estomac ou redonner des forces après une longue maladie. À l'époque où beaucoup de gens tombaient malades, certains médecins portaient des masques spéciaux remplis de clous de girofle et d'autres herbes. Ils pensaient que l'odeur douce et épicée les protégerait contre l'air vicié. Pour cette raison, la demande pour les clous de girofle est restée très élevée et les marchands d'Orient ont continué à travailler très dur pour approvisionner le marché croissant. Les marchands étaient très rusés et voulaient s'assurer que personne d'autre ne trouve les îles secrètes où poussaient les clous de girofle. Pour protéger leur commerce, ils racontaient des histoires incroyables et effrayantes aux gens qu'ils rencontraient sur les marchés. Ils parlaient de dragons géants qui vivaient dans les forêts et de monstres qui nageaient dans la mer profonde près des girofliers. Ils disaient que seuls les hommes les plus courageux pouvaient obtenir les clous de girofle, car le voyage était trop dangereux pour quiconque d'autre. Ces histoires fonctionnaient très bien et ont permis de garder l'emplacement des îles secrets pour les Européens. Tandis que le Moyen Âge se poursuivait, les routes commerciales sont devenues plus organisées et l'échange de marchandises s'est encore amplifié. Le simple clou de girofle était passé d'une fleur locale à un trophée mondial voyageant sur des milliers de kilomètres. Cette époque de l'histoire a été définie par le courage des marins et l'ingéniosité des commerçants. Sans leurs compétences et leurs boutres en bois, les peuples d'Occident n'auraient peut-être jamais goûté à la saveur unique du clou de girofle. L'épice alliait différentes cultures entre elles par le commerce, les histoires et un amour partagé pour les merveilles, poussant dans des terres très lointaines. Au XVIe siècle, le monde a commencé à changer très rapidement pour les habitants de ces petites îles volcaniques. Des explorateurs européens venus du Portugal lointain ont été les premiers à arriver en Asie avec leurs grands navires en bois. Ils avaient entendu de nombreuses histoires sur cette épice incroyable et voulaient en trouver la source par eux-mêmes. Ces marins ont parcouru des océans vastes et dangereux car ils voulaient acheter les clous de girofle directement aux agriculteurs locaux. Ils savaient que s'ils pouvaient contrôler le commerce des épices, ils deviendraient les personnes les plus puissantes et les plus riches du monde entier. Quand les marins portugais ont enfin trouvé les îles secrètes, ils ne voulaient pas seulement faire du commerce comme les marchands précédents. Au lieu de cela, ils voulaient construire des forts puissants et s'emparer des terres pour tout contrôler. Ils utilisaient de gros canons et des soldats pour montrer leur puissance aux chefs locaux des îles. Pendant de nombreuses années, ces explorateurs ont mené des guerres longues et difficiles contre les habitants des îles. Ils étaient déterminés à s'assurer qu'aucun autre pays ne puisse prendre les clous de girofle, car l'épice valait plus qu'un énorme tas d'or étincelant. Peu après l'arrivée des Portugais, un autre groupe de personnes venant d'un pays appelé les Pays-Bas a décidé de vouloir sa part des richesses. Ces explorateurs néerlandais étaient d'excellents marins et possédaient une compagnie très grande et organisée appelée la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Ils sont arrivés au début du XVIIe siècle, avec encore plus de navires et de soldats que les Portugais. Les Néerlandais étaient très sérieux dans leur mission et prêts à tout pour gagner. Ils ont rapidement commencé à combattre les explorateurs portugais pour décider qui aurait le pouvoir de régner sur les magnifiques îles aux clous de girofle. Après de nombreuses années de combat, les explorateurs néerlandais sont devenus beaucoup plus forts et ont chassé les Portugais des îles. Ils ont pris le contrôle des principaux endroits où poussaient les girofliers et ont imposé des règles très strictes à tout le monde. Les populations locales n'avaient plus le droit de vendre leurs épices à qui elles voulaient.
Les Néerlandais voulaient être les seuls à pouvoir acheter et vendre les clous de girofle dans le monde entier. Ce type de contrôle signifiait que la compagnie néerlandaise pouvait décider exactement du prix de l'épice sur chaque marché d'Europe. Ils sont devenus les maîtres de l'océan bleu profond. Pour sécuriser leur contrôle, les Néerlandais sont devenus très stricts et même assez durs envers les agriculteurs locaux. Ils craignaient que s'il y avait trop de girofliers, le prix de l'épice ne baisse et qu'ils ne gagnent moins d'argent. Pour éviter cela, les dirigeants néerlandais ont ordonné à leurs soldats de se rendre sur toutes les autres îles où les clous de girofle poussaient naturellement. Ils ont forcé les habitants à abattre et à brûler leurs propres arbres précieux. Ce fut une période très triste, car ces arbres fournissaient de la nourriture et de l'argent aux familles depuis des centaines d'années à travers ces îles magnifiques. Les Néerlandais utilisaient de grands bateaux pour naviguer autour des îles et chercher d'éventuels girofliers secrets qui poussaient encore. Ces expéditions s'appelaient des raids, et les soldats cherchaient partout des plantes cachées. S'ils trouvaient un arbre sur une île qu'ils ne contrôlaient pas, ils le détruisaient immédiatement par le feu et à la hache. Ils voulaient s'assurer que les clous de girofle ne poussent que dans quelques endroits qu'ils pouvaient garder avec leurs soldats. Ce plan a été un grand succès pour la compagnie néerlandaise, car il a rendu l'épice très rare et difficile à trouver pour n'importe quel autre pays au monde. Les populations locales vivant sur les îles ont beaucoup souffert pendant cette période, car leur vie était contrôlée par les Néerlandais. Ils étaient forcés de travailler très dur pour récolter les bourgeons de clous de girofle pour la compagnie étrangère. S'ils essayaient de vendre ne serait-ce qu'un petit sac de clous de girofle à un autre marchand, ils étaient punis très sévèrement. Les Néerlandais voulaient garder chaque clou de girofle pour eux, afin de les vendre à prix d'or en Europe. Les îles magnifiques, autrefois lieu de commerce paisible, sont devenues une terre de guerre et de règles très strictes pour toutes les familles locales. Pendant que les habitants des îles luttaient, la compagnie néerlandaise devenait la plus riche du monde. Chaque année, ces navires arrivaient en Europe chargés de milliers de sacs de clous de girofle séchés. L'offre étant si réduite, et les Néerlandais contrôlant tout, le prix des clous de girofle est resté très élevé pendant longtemps. Seuls les rois les plus riches et les nobles pouvaient se permettre d'utiliser l'épice dans leur cuisine. Les marchands néerlandais sont devenus très fortunés et ont construit de magnifiques maisons et de grandes villes dans leur pays d'origine grâce à l'argent du commerce des épices à l'autre bout du monde. D'autres pays d'Europe, comme l'Angleterre et la France, étaient très jaloux de la fortune que les Néerlandais tiraient des clous de girofle. Ils voulaient aussi avoir leurs propres îles aux épices et ont essayé d'envoyer leurs propres navires vers l'Orient. Cependant, les Néerlandais gardaient très bien leurs îles secrètes et utilisaient leur puissante marine pour éloigner les autres navires. De nombreuses batailles navales ont eu lieu entre les différentes nations européennes, chacune luttant pour le contrôle des épices. L'océan est devenu un endroit très dangereux pour tout navire ne faisant pas partie de la compagnie néerlandaise. Tout a changé à la fin du XVIIIe siècle, vers l'année 1770, quand un homme courageux nommé Pierre Poivre est entré dans notre histoire. C'était un fonctionnaire français qui aimait les plantes et détestait les règles strictes des marchands néerlandais. À cette époque, les Néerlandais contrôlaient tous les girofliers du monde et punissaient quiconque tentait de s'en emparer. Pierre Poivre savait que ce n'était pas juste pour le reste du monde. Il pensait que la nature devait appartenir à tout le monde et non à une seule compagnie puissante. Il a commencé à planifier une mission secrète et très dangereuse pour changer l'histoire à jamais. Les Néerlandais faisaient très attention à protéger leurs îles secrètes en Orient. Ils avaient des soldats qui surveillaient les arbres jour et nuit pour s'assurer que personne ne prenne la moindre graine. Si quelqu'un était pris en train de voler une plante, la punition était terrible. Les Néerlandais brûlaient même les surplus d'épices pour maintenir des prix élevés et une offre basse. Cela rendait le gouvernement français très mécontent, car il voulait avoir ses propres épices sans payer autant d'argent. Pierre Poivre a décidé qu'il était l'homme de la situation pour briser ce monopole puissant et cupide une fois pour toutes. Pierre Poivre portait un nom très intéressant, car son nom de famille signifie d'ailleurs « poivre » en français. C'était un voyageur qui avait exploré de nombreuses parties de l'Asie et savait à quel point ces petits bourgeons séchés étaient précieux. Il a passé plusieurs mois
à préparer son navire et à trouver un équipage d'hommes assez courageux pour le suivre. Il savait que si les Néerlandais les attrapaient, ils ne reverraient peu, être jamais leur famille. La mission exigeait qu'ils naviguent discrètement dans les eaux autour des îles, en se faisant passer pour de simples voyageurs de passage pour le commerce. Sous le couvert de la nuit, Pierre et ses hommes ont atteint les îles où poussaient les girofliers. Ils devaient être extrêmement silencieux pour que les gardes n'entendent pas leur petite barque glisser sur l'eau. Ils ont cherché de jeunes plants assez petits pour être transportés et des graines fraîches capables de devenir de nouveaux arbres plus tard. C'était un travail très difficile car ils devaient être à la fois rapides et prudents. Ils ont finalement trouvé ce dont ils avaient besoin et ont délicatement placé les jeunes arbres dans des boîtes spéciales remplies d'une terre riche pour les garder en bonne santé pendant le voyage. Transporter des plantes vivantes sur un navire en bois était une tâche très complexe à la fin des années 1700. L'air salin et le soleil brûlant pouvaient facilement tuer les jeunes arbres avant qu'ils n'atteignent leur destination. Pierre Poivre est resté éveillé de nombreuses nuits pour s'assurer que les plantes avaient assez d'eau douce. Il veillait sur elles comme un père veille sur ses jeunes enfants. Il savait que ces quelques plantes étaient la clé d'un avenir bien meilleur pour son pays. Le navire a traversé le vaste océan Indien vers une île magnifique appelée l'île Maurice, que les Français contrôlaient à l'époque. Quand ils sont enfin arrivés à l'île Maurice, les habitants étaient très enthousiastes à la vue des plantes vertes. Pierre Poivre a emmené les jeunes girofliers dans un jardin spécial où le sol était très riche et le climat parfait. Il a travaillé avec d'autres scientifiques pour s'assurer que les plantes poussent vigoureusement et produisent beaucoup d'autres graines. Bientôt, les premiers girofliers ont commencé à grandir, sains et forts, sous le soleil chaud. C'était une grande victoire, car cela prouvait que les clous de girofle pouvaient pousser ailleurs que sur les îles secrètes d'Indonésie. Les Français avaient désormais leur propre source d'épices. Après ce succès à l'île Maurice, les Français ont commencé à envoyer des graines vers d'autres îles voisines, comme Madagascar et la Réunion. Ces îles bénéficiaient du même climat chaud et pluvieux que les girofliers adorent. Les agriculteurs locaux ont appris à s'occuper des arbres et à récolter les bourgeons de fleurs au bon moment. En quelques années, des milliers de nouveaux girofliers poussaient à travers l'océan Indien. Le secret que les Néerlandais avaient gardé si longtemps était enfin révélé au grand jour. Le monde changeait parce qu'un homme courageux avait décidé de prendre un risque énorme pour une petite plante. Comme il y avait désormais beaucoup de clous de girofle poussant dans différentes parties du monde, le monopole néerlandais a commencé à s'effondrer. Ils ne pouvaient plus contrôler le prix de l'épice, car ils n'étaient plus les seuls à en vendre. D'autres pays ont commencé à acheter des clous de girofle aux îles françaises au lieu de payer les prix élevés des Néerlandais. Ce fut un moment très important de l'histoire, car cela a changé le fonctionnement du commerce entre l'Orient et l'Occident. Le pouvoir a échappé aux compagnies strictes pour commencer à se répartir entre plus de personnes. L'ère des prix élevés des épices touchait enfin à sa fin. À mesure que l'offre de clous de girofle augmentait, le prix s'est mis à chuter très rapidement. Autrefois, seuls les rois et reines les plus riches pouvaient s'offrir des clous de girofle pour leur cuisine ou leur médecine. Désormais, même les familles ordinaires vivant dans de petites maisons pouvaient enfin s'offrir quelques bourgeons séchés pour leur propre cuisine. Ils utilisaient les clous de girofle pour donner plus de goût à leurs repas simples et pour garder une haleine fraîche. L'épice, autrefois aussi précieuse que l'or, est devenue un article courant que beaucoup pouvaient apprécier au quotidien. Cela a rendu la vie beaucoup plus agréable pour des millions de gens. Dans notre monde moderne, les clous de girofle sont une épice populaire que les gens du monde entier utilisent pour cuisiner de délicieux plats et fabriquer des remèdes traditionnels. Les magnifiques îles de Zanzibar et de Madagascar sont devenues aujourd'hui les plus grands producteurs de clous de girofle. Elles envoient chaque année des millions de petits bourgeons séchés sur les marchés internationaux pour le plaisir de tous. On les utilise souvent dans les desserts sucrés, les thés épicés et même dans des produits spéciaux pour soulager les douleurs dentaires. Ces minuscules fleurs séchées restent très importantes car elles offrent une saveur unique qu'aucune autre plante ne peut imiter en cuisine aujourd'hui. L'histoire longue et passionnante du clou de girofle
montre comment une minuscule fleur d'une petite île peut changer la façon dont le monde entier goûte la nourriture. Des îles volcaniques secrètes d'il y a plusieurs milliers d'années jusqu'aux pots d'épices modernes de nos maisons, le voyage du clou de girofle est vraiment incroyable. On trouve cette épice dans presque tous les pays, rendant l'odeur de notre pain merveilleuse et nos corps plus sains. C'est un cadeau de la nature qui relie de nombreuses cultures et traditions par son parfum puissant. Si vous avez écouté jusqu'ici, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos.